Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédia. Le livre expliqué dans cet épisode est le chef-d'œuvre La Longue Paix, enquête sur l'histoire de la guerre froide de Gady, le plus grand spécialiste américain des relations internationales. On pourrait penser qu'il s'agit d'une histoire générale passant en revue les tenants et les aboutissants de la guerre froide, mais il n'en est rien. Au contraire, il s'agit d'un obscur ouvrage théorique professionnel recommandé par deux présidents américains, Reagan et George W. Bush, et réimprimé 4 fois au cours des 30 dernières années. Le nom « Longue Paix », inventé par l'auteur Gady, est même devenu un terme dans l'étude de la politique internationale et est encore utilisé aujourd'hui. Si vous souhaitez une compréhension plus approfondie des événements mondiaux, si vous souhaitez ajouter un peu de connaissances sur la politique internationale, ce livre est certainement un bon point de départ. Pourquoi le livre de Gady jouit-il d'un statut académique si élevé? Parce qu'il a abouti à des conclusions, contraires au bon sens, sur les relations internationales et qu'il peut encore les justifier. Par exemple, selon l'impression des gens ordinaires, le monde pendant la guerre froide était plein de crises et l'humanité était chaque jour sous l'ombre d'une guerre nucléaire. Mais Cadix a dit non. Dans les années 1940 et 1950, 6 guerres locales ont éclaté chaque année dans le monde, et 240 personnes sur 1 million sont mortes dans ces guerres. Mais à la fin de la guerre froide, une seule guerre locale éclatait chaque année dans le monde, faisant moins de 10 morts pour 1 million d'habitants. Gady a souligné ceci: pour le monde occidental, la guerre froide était la période depuis le XVIe siècle où les conflits directs éclataient le moins et causaient le moins de pertes économiques. L'existence d'armes nucléaires rend les pays, petits et grands, encore plus réticents à recourir à la force avec désinvolture. Cet état est ce que le titre du livre appelle « la paix éternelle ». Ce n'est pas parfait, mais c'est formidable pour l'humanité. Non seulement cela, Gady a également affirmé que la « longue paix » n'avait pas été planifiée à l'avance, mais s'était formée spontanément. Il faut savoir que la conférence de Yalta avant la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas stipulé en détail tous les détails de l'ordre d'après-guerre. De nouvelles situations, telles que l'appartenance politique de l'Europe de l'Est et la division de la péninsule coréenne, sont apparues spontanément au cours de l'évolution historique ultérieure. Les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, n'ont jamais délimité noir sur blanc leurs sphères d'influence respectives. Ils ont adopté une attitude flexible face aux nouveaux changements de la situation mondiale, ce qui a pour effet d'éviter des guerres à grande échelle. Gady a donc conclu que la paix est un résultat objectif, qui n'est pas nécessairement lié à de bonnes motivations ou à des conceptions minutieuses. Les intrigues entre grandes puissances peuvent également conduire à la paix, voire contribuer à son maintien. Vous voudrez peut-être demander, est-ce simplement parce que Reagan et George W. Bush admiraient tellement la doctrine de Gady parce qu'il prêchait quelques principes généraux? Bien sûr que non. Dans ce livre, Gady résume également les règles générales de la diplomatie des grandes puissances pendant la période de la guerre froide. Certaines de ces règles sont inhérentes au système international, tandis que d'autres ont été élaborées par les États-Unis et l'Union soviétique eux-mêmes. La poursuite de la « longue paix » est le résultat du respect des règles par chacun. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ces règles résumées par Cadix sont encore largement vérifiées dans la diplomatie mondiale et ont résisté à l'épreuve du temps. Ils sont même entrés dans le domaine des affaires, donnant naissance à une discipline spécialisée appelée « grande stratégie ». Par conséquent, étudier ce livre ne consiste pas seulement à réviser l'histoire, il peut également répondre à bon nombre de vos besoins pratiques. L'auteur de ce livre, John Lewis Gady, est professeur d'histoire militaire et navale à l'université de Yale aux États-Unis. Il étudie l'histoire de la guerre froide depuis plus d'un demi-siècle. Le New York Times l'a qualifié de « l'autorité numéro 1 sur l'histoire de la guerre froide dans le monde anglophone », et le président George W. Bush lui a également demandé de l'aider à réviser son discours. Bien que Gady n'ait pas bien appris et ne soit pas devenu un fonctionnaire, comme Kissinger, sa capacité à combiner recherche historique et analyse politique est tout aussi impressionnante. Sa longue biographie de George Kennan, le « père de la politique de la guerre froide » aux États-Unis, a remporté le prix Pulitzer 2012. Ce livre, écrit en 1987, est l'un des chefs-d'œuvre de la carrière universitaire de Cadix. Il a non seulement poussé l'étude de l'histoire de la guerre froide aux États-Unis à un nouveau sommet, mais il a également contribué à son élection à la présidence de l'État. Société américaine pour l'histoire des relations étrangères. Je pense que cela vous fera également gagner beaucoup. Ensuite, nous présenterons le contenu principal de ce livre en 2 parties. Examinons d'abord les caractéristiques du système international pendant la période de la guerre froide et l'impact qu'il a exercé sur l'interaction entre les États-Unis et l'Union soviétique. Dans une deuxième partie, je résumerai pour vous, aux yeux de l'auteur Gady, quelles règles de coexistence les États-Unis et l'Union soviétique ont explorées pendant la période de la guerre froide. Comment ces règles ont-elles empêché une guerre nucléaire dévastatrice entre les deux pays? Première partie. Lorsque vous évoquez le sujet de la politique internationale, votre première réaction est probablement qu'elle étudie l'interaction entre États souverains, notamment entre grandes puissances. En effet, même aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que les organisations internationales et les sociétés multinationales deviennent de plus en plus influentes,
les États restent les acteurs les plus importants de la politique mondiale. Parfois ils cohabitent pacifiquement, parfois la guerre éclate et leur relation est très compliquée. Parmi les quelques 200 pays souverains que compte le monde, certains disposent de fortes capacités militaires, économiques, scientifiques et technologiques. Ces pays sont appelés « grandes puissances ». Les grands pays jouent un rôle plus important dans les activités politiques internationales et leur exposition sera donc plus grande. Mais l'auteur Gady a déclaré, pour comprendre la politique internationale, il ne suffit pas de prêter attention aux pays, mais aussi d'utiliser un concept appelé « système international ». Quel est le système international? Pour faire simple, il s'agit d'un tout formé par l'interaction d'États souverains. Cela peut paraître un peu abstrait, alors donnons un exemple. Il existe toutes sortes de véhicules qui circulent sur la route, certains sont gros, d'autres petits, certains sont rapides et certains ont une faible consommation de carburant. Différents États souverains sont ces véhicules. Le système international est la condition de l'ensemble de l'autoroute. Chaque conducteur espère que la voiture qu'il conduit pourra atteindre sa destination en douceur et éviter les accidents. Mais même si tout le monde respecte le code de la route, des accidents surviennent toujours. Parfois c'est une voiture en panne, parfois c'est un conducteur enragé au volant. De telles situations sont des crises et des guerres dans la politique internationale, qui affecteront le fonctionnement normal de l'ensemble du système. Mais en dernière analyse, quelle que soit la taille ou la vitesse d'un véhicule, il est difficile d'annuler le droit de passage des autres véhicules. Tout au plus peut-il gagner un certain avantage en s'emparant des voies ou en franchissant les feux jaunes. De la même manière, même si le système international sera affecté par les relations entre les grandes puissances, il est difficile de le renverser d'un coup. Alors, aux yeux de Cadix, quelles sont les caractéristiques du système international pendant la période de la guerre froide? La réponse est un mot que nous connaissons très bien, bipolarité, c'est-à-dire la coexistence des États-Unis et de l'Union soviétique. À noter que c'est la première fois dans l'histoire des pays européens et américains que deux pays dominent l'ensemble de l'ordre mondial. Dans le passé, la structure à deux pouvoirs, comme celle d'Athènes et de Sparte à l'époque grecque, n'existait que sur une zone relativement restreinte. Quant à la répartition du pouvoir à l'échelle mondiale, soit il n'y a qu'un seul super-hégémon, soit plusieurs pays puissants en même temps. Par conséquent, la question de savoir si le schéma bipolaire entre les États-Unis et l'Union soviétique pourrait être maintenu à long terme est rapidement devenue la question centrale des cercles universitaires. Hans Morgenthau, le plus célèbre spécialiste des relations internationales aux États-Unis et conseiller diplomatique du président Kennedy, estime que le modèle bipolaire est bien moins stable que le modèle multipolaire. La confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique se transformera tôt ou tard en une guerre nucléaire dans laquelle les deux pays mourront. L'universitaire britannique Edward Carr estime qu'il serait très difficile pour les États-Unis et l'Union soviétique de retenir leurs alliés et qu'un troisième pôle émergerait inévitablement. Les faits ont prouvé que les jugements de ces érudits expérimentés étaient biaisés. Non seulement la coexistence pacifique entre les États-Unis et l'Union soviétique a duré plus de 40 ans, mais aucun véritable challenger n'est apparu jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Gady estime que cette situation est liée aux caractéristiques du système bipolaire lui-même. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique étaient les pays dotés de la plus grande puissance militaire au monde. Ils disposent tous d'énormes industries militaires, de réserves de main-d'œuvre suffisantes et d'une série de bases à l'étranger, bien plus puissantes que tous les autres pays. Au cours de la guerre froide, la politique internationale s'est concentrée sur les affaires militaires et de sécurité, qui correspondaient parfaitement aux avantages des États-Unis et de l'Union soviétique. De cette manière, les dirigeants des États-Unis et de l'Union soviétique n'avaient pas du tout à se soucier d'autres questions et pouvaient se concentrer uniquement sur leurs adversaires. Cela renforce encore davantage le système bipolaire. La déclaration de Cadix n'est pas une simple déclaration aléatoire. Dans l'histoire des relations internationales, il existe deux cas classiques de « système de paix ». L'un d'entre eux est le système de Vienne du début du XIXe siècle, créé par le ministre autrichien des Affaires étrangères Metternich et qui a permis à l'Europe entière de maintenir la paix pendant plus de 30 ans. L'autre est le système Bismarck à la fin du XIXe siècle, lancé par le Premier ministre au sang de fer, allemand Bismarck, qui a repoussé le déclenchement de la Première Guerre mondiale de plus de 20 ans. Kissinger admirait beaucoup ces deux systèmes. Mais Gady l'a souligné avec acuité, le système de Vienne et le système de Bismarck étaient tous deux des structures multipolaires. Leurs États membres connaissent des changements de pouvoir drastiques et se trouvent dans un état psychologique très instable. Seuls des maîtres diplomatiques comme Metternich et Bismarck pouvaient à peine gérer cette situation complexe. Une fois qu'ils prennent leur retraite, la stabilité disparaît. Mais dans la situation bipolaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, la situation était très différente. Gady a plaisanté en disant que le système ne sélectionne pas les gens. Peu importe que le président américain soit Truman ou Nixon, ou que le dirigeant soviétique soit Staline ou Brejnev, leurs divergences politiques n'affecteront que la puissance dure des États-Unis et de l'Union soviétique, mais elles ne renverseront pas le principe principal de l'Union soviétique. Système bipolaire. Pour utiliser l'exemple de trafic précédent comme analogie,
les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide n'étaient que deux gros camions trop longs et trop lourds qui, ensemble, occupaient toute la route. Leur vitesse peut être rapide ou lente, et les compétences de leurs conducteurs peuvent être élevées ou faibles, mais les conditions routières du système international restent sous leur contrôle. Sauf nécessité absolue, tout conducteur qui ne souhaite pas qu'un camion entre en collision sera un peu plus prudent. C'est ainsi qu'une situation relativement pacifique est apparue sous le système bipolaire. Vous vous posez peut-être encore des questions, n'y a-t-il pas d'autres voitures qui circulent sur la route du système international? Pourquoi les alliés des États-Unis et de l'Union soviétique, et même certains pays neutres, sont-ils prêts à obéir à leurs arrangements? En parlant de cela est lié à l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. Nous savons tous que la Seconde Guerre mondiale a été gagnée par l'Alliance antifasciste. Mais lorsque l'ordre mondial a été établi après la guerre, ce sont les États-Unis et l'Union soviétique qui ont joué les rôles principaux. En Europe, les États-Unis et l'Union soviétique ont divisé les frontières de leur influence en fonction de l'ampleur finale de leur avancée, formant ce qui est devenu le rideau de fer. Les armées des deux pays et leurs alliés se font face depuis longtemps à travers ce rideau de fer. Gady estime que cette situation a créé une conséquence particulière appelée concentration des menaces. Qu'est-ce que cela signifie? Même les États-Unis, l'Union soviétique et leurs alliés ont réalisé que la plus grande menace existentielle à laquelle ils étaient confrontés était la force de leurs adversaires de l'autre côté du rideau de fer. Ils doivent mettre en commun toutes leurs ressources pour faire face à cette menace imminente. C'est sous la pression sécuritaire de l'Union soviétique que les États-Unis ont annoncé le plan Marshall, en 1947, fournissant de manière proactive une aide financière à la reconstruction de l'Europe occidentale, et ont ensuite créé l'alliance militaire, OTAN. L'Union soviétique a également répondu du tac au tac et a établi sa propre alliance économique, Conseil de coopération économique mutuelle, et son alliance militaire, Pacte de Varsovie. Ces deux groupes tout aussi puissants s'affrontent depuis plus de 40 ans, plaçant l'Europe à l'avant-garde de la guerre froide. Ne pensez pas que cette confrontation se résume à quelques chars et avions sur papier. En Allemagne de l'Est et de l'Ouest et en Pologne, au bord du rideau de fer, les États-Unis et l'Union soviétique ont déployé des armes nucléaires tactiques. Une fois qu'une guerre éclatera, l'OTAN et le Pacte de Varsovie utiliseront directement des missiles nucléaires pour empêcher l'armée adverse d'avancer. À leur tour, des pays comme la Pologne et l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest seront extrêmement dépendants du parapluie nucléaire de chacun et ne changeront pas facilement de camp. Ainsi, pendant la période de la guerre froide, en Europe, à l'exception de la Yougoslavie et de l'Albanie qui ont choisi de rompre avec l'Union soviétique et de la France une fois retirée de l'OTAN, le système d'alliance est resté fondamentalement inchangé, ce qui a ajouté une double assurance au modèle bipolaire. Dans ce livre, Gady a également comparé le système bipolaire après la Seconde Guerre mondiale avec le système de Versailles après la Première Guerre mondiale. Il a souligné que le système de Versailles semblait mettre en avant un ensemble de concepts ambitieux, tels que la sécurité collective, l'autodétermination nationale et l'arbitrage international, et semblait occuper une position moralement élevée. Mais il a complètement ignoré la répartition réelle du pouvoir, a exclu l'Union soviétique du système et a laissé les petits pays d'Europe de l'Est nouvellement indépendants face à la menace allemande. Comment un tel système peut-il durer longtemps? Au contraire, même si le système bipolaire de l'après-Seconde Guerre mondiale était teinté de politique de puissance, il divisait relativement clairement la sphère d'influence et utilisait la force comme soutien, ce qui empêchait le système de s'autodétruire. Par exemple, lors de la conférence de Yalta en 1945, les États-Unis espéraient initialement que la Pologne et la Yougoslavie deviendraient des zones tampons neutres. Mais 3 ans plus tard, lorsque le contrôle de l'Union soviétique sur l'Europe du Sud-Est fut pleinement démontré, les États-Unis acceptèrent le statu quo. À travers cet exemple, Gady nous le dit, le système bipolaire n'est pas conçu à l'avance, c'est la reconnaissance et le renforcement de faits établis, et sa stabilité est cachée dans la réalité. Bien entendu, Gady a également admis que la situation en Asie pendant la guerre froide était très différente de celle en Europe. Les États-Unis et l'Union soviétique n'avaient pas au départ une vision mûre de la position de l'Asie dans le système bipolaire. En 1945, l'Union soviétique envisagea également de diviser le Japon avec les États-Unis. Les États-Unis ont également envisagé d'utiliser le régime du Kuomintang pour faire de la Chine un outil permettant d'étendre leur propre puissance. On peut dire qu'une telle idée est très différente de l'histoire ultérieure. L'Asie était donc un secteur assez instable pendant la guerre froide. Les 3 guerres chaudes locales qu'ont connues les États-Unis et l'Union soviétique, à savoir la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et la guerre d'Afghanistan, ont toutes eu lieu en Asie. Cependant, les États-Unis se sont progressivement rendus compte que l'Asie n'était pas le pivot stratégique le plus important du système bipolaire. Sa puissance économique et technologique était encore relativement faible à l'époque et elle ne menacerait pas la sécurité intérieure des États-Unis et de l'Union soviétique. C'est pourquoi, dès 1948, les États-Unis ont proposé la stratégie consistant à établir une ligne de défense circulaire dans le Pacifique occidental. Le cœur de cette stratégie est la première chaîne d'îles et la deuxième chaîne d'îles que nous connaissons.
Les États-Unis déploient leurs principales bases et troupes sur les îles périphériques et n'interviennent que sélectivement sur le continent asiatique pour éviter de disperser leurs ressources. L'Union soviétique n'a pas non plus investi beaucoup d'énergie sur le continent asiatique. Dans les années 1970, le « brise-glace » de la diplomatie sino-américaine a grandement amélioré la situation stratégique des États-Unis en Asie, mais il n'a pas inspiré d'imitation en Europe, ni ébranlé les fondements de l'OTAN et de Varsovie. Pacte. C'est une autre particularité du système bipolaire. Le problème revient, le système bipolaire des États-Unis et de l'Union soviétique, qui rassemble des millions de soldats et une technologie militaire terrifiante, s'affrontent depuis plus de 40 ans, mais il n'y a pas eu de véritable guerre. C'est pourquoi. Est-ce simplement parce que les dirigeants des deux pays sont plus prudents? Bien sûr que non. Gadi nous a dit que les relations entre les deux rivaux stratégiques, les États-Unis et l'Union soviétique, étaient en réalité très délicates. Leurs territoires sont séparés par l'océan Pacifique, très éloignés dans l'espace et n'ont pas eu beaucoup d'enchevêtrements dans l'histoire. On peut dire que la confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique a été entièrement causée par la structure du pouvoir et l'idéologie et n'a pas impliqué de sentiments nationaux complexes. Lorsqu'ils font face aux conflits les uns des autres, ils ont rarement une attitude de vie ou de mort consistant à ne pas céder. Gadi a cité ici un sage dicton, de bonnes clôtures font de bons voisins. La froideur naturelle entre les États-Unis et l'Union soviétique a créé un espace pour la paix. De plus, Cadix a également remarqué que les deux principaux pays, les États-Unis et l'Union soviétique, n'avaient aucune dépendance économique. L'énergie, les matières premières et l'alimentation dont les États-Unis ont besoin pour se développer peuvent toutes être obtenues au sein de leur propre sphère d'influence, et il en va de même pour l'Union soviétique. Même à la fin de la guerre froide, l'Union soviétique a commencé à exporter du pétrole vers l'Europe occidentale tout en important de grandes quantités de céréales des États-Unis et du Canada. De telles mesures n'impliquaient que des considérations financières et n'étaient pas une question de vie ou de mort. Importe. Cela diffère de nombreuses relations de puissance majeures de l'histoire, comme celle entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne à la veille de la Première Guerre mondiale ou la Grande-Bretagne et la France au XVIIIe siècle. Gadi a souligné ceci, l'indépendance économique mutuelle signifie que, d'une part, le levier des États-Unis et de l'Union soviétique pour s'influencer mutuellement est très limité, et d'autre part, cela signifie également qu'ils n'iront pas en guerre occasionnellement en raison de différends commerciaux ou de concurrence pour les ressources naturelles. C'est une bonne nouvelle pour la paix. La seconde partie. Ce sont là les facteurs stabilisateurs contenus dans le système international pendant la période de la guerre froide, évoquée dans ce livre. Après avoir parlé du système, il faut encore s'intéresser à l'état psychologique des deux protagonistes, les États-Unis et l'Union soviétique. Après tout, l'égalité de forces militaires et l'indépendance économique mutuelle mentionnées ci-dessus ne sont que des faits objectifs. Ils sont équivalents à la taille, à la consommation de carburant et à la vitesse des deux gros camions des États-Unis et de l'Union soviétique. Ils ne sont qu'une possibilité dans la politique internationale, et non une fatalité. Quant à savoir si le camion entrera en collision, cela dépend de la manière dont le conducteur conduit, ce qui ne peut pas être déterminé par la structure externe. Le conducteur, mentionné ici fait référence au leader national. La prise de décision rationnelle d'un leader ne repose pas seulement sur l'intelligence qu'il possède, mais est également liée à son propre tempérament, à son style d'action et même à son état de santé. C'est plus compliqué que l'impact du système. L'auteur Gadi nous le dit, historiquement, les guerres sont souvent déclenchées par des événements accidentels ou des crises. Mais ce qui a poussé les dirigeants à décider d'entrer en guerre était en réalité un calcul préalable du rapport gain-perte de la guerre. Lorsqu'un dirigeant détermine que les gains de la guerre dépasseront les pertes, il est enclin à entrer en guerre. À la veille de la Première Guerre mondiale, les dirigeants européens ont accepté précipitamment de déclencher une guerre parce qu'ils avaient mal évalué le rapport entre les gains et les pertes. Napoléon et Hitler l'étaient encore plus. Mais c'est moins courant parmi les dirigeants des États-Unis et de l'Union soviétique. Même si les deux pays ont souvent évoqué la guerre dans leur propagande intérieure, ils n'ont jamais mené de mobilisation à grande échelle. Pourquoi cela se produit-il? Est-ce parce qu'il n'y a pas de crise entre les États-Unis et l'Union soviétique? Bien sûr que non. Gadi a calculé que depuis la crise iranienne de 1946 jusqu'à l'abattage par l'Union soviétique d'un avion de ligne sud-coréen en 1983, les États-Unis et l'Union soviétique ont connu un total de 16 événements à risque majeur au cours des 37 premières années de la guerre froide. En moyenne un tous les 2 ans. On peut dire que les déclencheurs de guerre ne manquent jamais. En outre, les États-Unis et l'Union soviétique ne peuvent jamais être qualifiés des épris de paix. De 1815 à 1980, les États-Unis ont participé à 8 guerres étrangères au cours desquelles le nombre de morts a dépassé 1000 personnes, tandis que l'Union soviétique et son prédécesseur la Russie tsariste y ont participé 19 fois. Dans la péninsule coréenne, au Vietnam et en Afghanistan, les conflits locaux dans lesquels les deux camps sont directement impliqués n'ont jamais cessé. Mais pourquoi les dirigeants des deux parties ne sont-ils pas disposés à prendre la décision de se lancer dans une guerre à grande échelle? La première réponse donnée par Cadix est la dissuasion nucléaire. Vous devez savoir que les armes nucléaires,
en tant qu'outil de destruction massive, ont été effectivement utilisés sur le champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Ces conséquences cruelles ont laissé une profonde impression dans tous les pays. Le président américain Lyndon Johnson a un jour averti ses généraux, « Ne vous y trompez pas, il n'existe pas des « armes nucléaires tactiques » dans le monde. Les armes nucléaires sont des armes nucléaires. Si elles ne sont pas utilisées, elles continueront à s'intensifier jusqu'à ce qu'elles soient finalement détruites. Il n'existe aucun précédent dans l'histoire de la guerre pour une telle arme qui ne laisse aucune place à l'erreur. De plus, les États-Unis n'ont pas le monopole de la force nucléaire. L'Union soviétique teste sa première bombe atomique en 1949. Au cours des 10 années suivantes, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont devenus des États dotés de l'arme nucléaire. Cela signifie que la guerre nucléaire n'est plus un événement indépendant, elle peut provoquer des réactions en chaîne. Le Conseil de sécurité nationale des États-Unis a mené une étude en 1956 et a conclu que si une guerre nucléaire éclatait, au moins 50 millions de personnes mourraient aux États-Unis et que le gouvernement serait directement renversé par le peuple. C'était encore le cas au début de la guerre froide. Au début des années 1980, les États-Unis et l'Union soviétique possédaient chacun plus de 10 000 têtes nucléaires, formant ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. À cette époque, les deux pays ont entamé des négociations pour limiter de manière proactive la taille de leurs arsenaux nucléaires respectifs. D'un côté, ils étendent activement leurs arsenaux nucléaires et déploient même des armes nucléaires dans des bases en Europe et en Asie, réclamant à chaque instant des « frappes préventives ». De l'autre, ils proposent activement de réduire la force nucléaire. Cette situation vous semble-t-elle contradictoire? Mais cela s'est réellement produit pendant la guerre froide. Pour comprendre la réponse à cette question complexe, nous devons d'abord apprendre un concept appelé « destruction mutuelle assurée ». Il se réfère à ce qui suit: lorsque les deux parties au conflit possèdent suffisamment d'ogives nucléaires, toute partie qui lance une attaque s'expose à des représailles de la même ampleur. Ces représailles continueront de s'intensifier jusqu'à ce que les deux parties belligérantes soient complètement détruites. À ce moment-là, même si l'une des parties déclare sa capitulation, le soi-disant « vainqueur » sera criblé de blessures et ne recevra aucun bénéfice. Par conséquent, lorsque les armes nucléaires sont apparues pour la première fois, elles ont pu être utilisées comme un outil pour protéger la sécurité nationale. Mais si elle atteint le niveau de « destruction mutuelle assurée », tous les bénéfices potentiels de la guerre seront éliminés. Parce qu'on ne peut tout simplement pas prédire à quel stade un conflit nucléaire s'arrêtera. Il n'y a qu'une seule issue, utiliser les armes nucléaires comme outil de dissuasion, mais en aucun cas les utiliser de manière proactive. Selon Gady, précisément parce que les armes nucléaires sont à la fois destructrices et imprévisibles, les deux puissances nucléaires, les États-Unis et l'Union soviétique, ont progressivement établi un ensemble de règles fixes pour gérer leurs conflits. La première consiste à gérer efficacement les conflits. Lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, l'Union soviétique a ciblé la base américaine de Guantanamo avec des missiles nucléaires tactiques. C'est là que l'humanité s'est rapprochée le plus d'une guerre nucléaire pendant la guerre froide. Mais une fois la crise résolue, les dirigeants des États-Unis et de l'Union soviétique se sont immédiatement rendus compte de l'horreur de se méprendre mutuellement sur leurs intentions. Ils ont convenu d'établir une ligne télégraphique directe entre Moscou et Washington, connue sous le nom de « hotline ». Le terme « hotline » que nous connaissons vient d'ici. La fonction de la hotline n'est pas de communiquer quotidiennement, mais de permettre aux dirigeants de s'exprimer directement entre eux lorsque les deux pays sont confrontés à des événements inattendus, afin d'éviter toute erreur de jugement. Une telle gestion des crises ne se limite pas aux armes nucléaires, mais inclut également divers types de forces conventionnelles, voire les conflits entre alliés. En outre, les États-Unis et l'Union soviétique avaient également une attitude tacite à l'égard de leurs principales sphères d'influence respectives. Par exemple, lorsque l'Union soviétique a envahi la Tchécoslovaquie en 1968, les États-Unis ne sont pas intervenus. Parce que la Tchécoslovaquie était trop proche du bord du « rideau de fer », qui était densément peuplé d'armes nucléaires tactiques des États-Unis et de l'Union soviétique, tout mouvement anormal de troupes pouvait comporter des risques. Les zones dans lesquelles les deux camps osent lancer des guerres par procuration, comme le Vietnam, le Moyen-Orient et l'Afrique, sont généralement éloignées de la sphère d'influence centrale. Outre la dissuasion nucléaire, Gady a également mentionné un facteur technologique unique, à savoir les satellites de reconnaissance. Selon lui, le développement des avions espions et des satellites de reconnaissance est plutôt devenu un « stabilisateur » pour les relations américano-soviétiques. Ça semble encore bizarre? Gady l'explique ainsi: les dirigeants ont besoin de renseignements précis pour calculer le rapport gain-perte de la guerre. Que l'autre partie ait mobilisé ses troupes à l'avance, combien d'armes elle a équipées et sur quel front elle est distribuée sont autant de renseignements qui affectent le plus le jugement. Mais avant le milieu du XXe siècle, ces informations ne pouvaient être collectées que manuellement et étaient très peu systématiques, de sorte que des erreurs d'appréciation se produisaient souvent. Mais après que les États-Unis et l'Union soviétique ont lancé des satellites de reconnaissance, la plupart des renseignements militaires bruts sont devenus clairs. Le président des États-Unis saura immédiatement si l'Union soviétique a rassemblé des troupes lourdes sur la ligne de front de l'Allemagne de l'Est et se prépare à attaquer l'Allemagne de l'Ouest. De la même manière,
les dirigeants soviétiques peuvent également surveiller les ports dans lesquels les porte-avions de la marine américaine sont déployés et si les sous-marins nucléaires ont soudainement disparu. Cette transparence du renseignement va dans les deux sens. Les États-Unis et l'Union soviétique ont même convenu tacitement qu'ils ne prendraient pas l'initiative d'abattre leurs satellites respectifs sauf en cas d'absolue nécessité, et qu'ils toléreraient un certain degré d'espionnage. Gadi a écrit ici une phrase en or: « Je préfère avoir une folie prévisible plutôt qu'une rationalité imprévisible ». Outre les règles engendrées par les satellites de dissuasion nucléaire et de reconnaissance, Gadi a également mentionné une autre règle de conduite respectée par les États-Unis et l'Union soviétique, à savoir ne jamais chercher à saper le leadership politique de l'autre. Vous savez, pendant toute la guerre froide, les États-Unis ont eu un total de 9 présidents, et l'Union soviétique a également connu 7 hauts dirigeants. Cependant, les États-Unis n'ont jamais conspiré pour renverser ou même assassiner les dirigeants soviétiques comme ils l'ont fait lors de leur intervention à Cuba et au Sud-Vietnam, et l'Union soviétique n'a jamais été impliquée dans les crises politiques intérieures des États-Unis. Au contraire, lorsque Nixon a démissionné en raison de l'incident du Watergate, le dirigeant soviétique Brejnev a également exprimé ses regrets. Gadi estime que cette règle peut s'expliquer par la théorie des jeux. La compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique est un jeu coopératif, et les deux parties ont un consensus caché. Par exemple, les deux pays espèrent éviter une guerre nucléaire et conserver leurs privilèges dans le système international. Reconnaître la légitimité du chef de l'autre partie fait également partie du consensus. Nier cela équivaut à déclarer que l'autre partie n'est pas un sujet de jeu qualifié, et alors le jeu dans son ensemble ne peut pas se dérouler de manière stable. Respecter ces consensus équivaut au respect par les conducteurs du code de la route. Sans réglementation, les conditions routières deviennent complètement incontrôlables et tous les véhicules en seront victimes. De ce point de vue, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique se sont mutuellement reconnus comme dirigeants politiques, ils ont également réduit les risques auxquels ils étaient confrontés. Maintenant, le contenu principal de ce livre est présenté ici. En tant qu'ouvrage académique écrit en 1987, l'ouvrage de Gadi présente inévitablement certaines lacunes. Par exemple, l'auteur n'analyse pas la fin inattendue de la guerre froide. Gadi lui-même a admis que lorsqu'il a écrit ce livre, il s'est principalement appuyé sur des documents provenant des États-Unis et que son interprétation de la politique soviétique était quelque peu faible. Cependant, l'interprétation subversive du système bipolaire de la guerre froide et de l'interaction entre les États-Unis et l'Union soviétique reste tout à fait passionnante. Cela nous montre que la politique internationale n'est pas simplement une intrigue et une question de vie ou de mort, tous les sujets sont liés par des règles spécifiques et seront également affectés par les caractéristiques inhérentes du système international. Le consensus établi dans le jeu entre les États-Unis et l'Union soviétique en est un exemple. Même si ces consensus ne peuvent empêcher la persistance des crises sécuritaires et des conflits locaux, ils ont empêché le déclenchement d'une guerre nucléaire et ont fait de la race humaine tout entière un bénéficiaire. Certains des points de connaissance résumés par Gadi dans le livre, tels que la dissuasion nucléaire, la gestion des crises et l'acquisition de renseignements, jouent encore un rôle dans la politique internationale d'aujourd'hui. On peut dire que ce livre est un excellent manuel qui utilise l'histoire de la guerre froide pour montrer la richesse de la politique internationale. Bien entendu, le monde du XXIe siècle a subi d'énormes changements depuis l'époque de la guerre froide. La structure bipolaire n'existe plus et les liens économiques entre les pays sont bien plus étroits que ceux entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il est révolu le temps où l'on voulait bouleverser le monde entier en s'appuyant uniquement sur la force militaire et sur des sphères d'influence artificiellement définies. Mais la valeur de cet ouvrage va au-delà de l'interprétation de la politique internationale, certaines des lois qu'il révèle peuvent également s'appliquer aux activités commerciales. Par exemple, les États-Unis et l'Union soviétique ont évité une guerre nucléaire dévastatrice en maintenant le système international et en jouant sur le consensus, ce qui revient à ce que les entreprises unissent leurs forces pour éviter une concurrence brutale. Les dirigeants nationaux effectuent des calculs rationnels de profit et de pertes en obtenant et en divulguant des informations très similaires aux décisions commerciales des entrepreneurs. En dernière analyse, qu'il s'agisse de politique internationale ou d'opérations commerciales, il est nécessaire d'ajuster à plusieurs reprises entre les objectifs généraux et les ressources réalistes pour trouver le point d'équilibre final. Ce processus est ce que Gadi appelle la grande stratégie. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.